Elles étaient inséparables. Oui. Sarah Whitmore et Léa Grigg, meilleures amies de 14 ans, se sont aventurées dans les bois derrière leur école le 9 octobre 1982 et n'en sont jamais ressorties. Aucune trace, juste leur vélo, soigneusement laissé sous un vieux saule, comme si elles comptaient revenir 5 minutes plus tard. Mais elles n'y sont pas allées. Dans les semaines qui suivirent, la ville de Belhaven sombra dans une panique silencieuse. Des équipes de recherche ratissaient les bois. Des hélicoptères tournoyaient au-dessus. Des médiums proposaient des visions. Rien de tout cela n'y fit. Alors que les semaines se transformaient en mois, puis en années, leur histoire se transforma en une autre légende urbaine. Des rumeurs de sectes, de lumières étranges, d'un homme dans un camion blanc. Certains racontaient que les filles s'étaient enfuies. D'autres croyaient qu'elles avaient été enlevées par quelque chose de non humain. Mais rien de tout cela ne tenait. 40 ans plus tard, une équipe de construction en cours de restauration de l'ancienne chapelle Crosspin a soulevé une partie du sol de l'hôtel. Ce qu'ils ont découvert, enfoui sous les planches pourries, a fait perdre le sommeil à des agents chevronnés du FBI. Mary Grigg était censée les retrouver ce jour-là. Elle avait 16 ans et était en retard. Un pneu de vélo crevé. Un déjeuner oublié. Un lent au revoir à sa mère. Lorsqu'elle arriva au saule, ils étaient déjà partis. Aujourd'hui, 47 automnes plus tard, Mary vit seule dans la même maison. La peinture pâlit. Le porche gronde plus fort qu'avant. Mais la chambre de Léa ou celle de sa petite sœur est restée intacte. Des posters sont encore accrochés au mur. Un raton laveur empaillé repose sur l'oreiller. Un journal intime est posé sur la table de chevet, sa couverture lissée par des décennies de mains silencieuses. Chaque dimanche matin, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, Mary se rend à l'orée du bois. 2 roses, une pour chaque fille, sont déposées sous ce même saule. Elle ne pleure plus. Le deuil, avec le temps, devient plus discret. Quelque chose qui s'intègre à vos habitudes. Vous dépoussiérez les photos. Vous évitez le couloir à l'horloge cassée. Vous attendez que le silence s'explique. Et puis, un matin, une voix perce. Un podcast de faits divers. Local. Petit. Une enquête sur des affaires classées qui résonnent encore dans la vallée. Les filles de Belhaven. Mary ne veut même pas écouter. Mais lorsqu'elle entend les noms Sarah Whitmore, Léa Grigg, son cœur fait un bond qu'il n'avait pas fait depuis des années. Ça recommence. La chapelle Crosspin était vide depuis des décennies. Longtemps dépouillée de ses bancs et de sa fonction, la construction s'effondrait aux abords de Belhaven comme une phrase oubliée, inachevée, indésirable et pourrissante de l'intérieur. La plupart des gens avaient complètement cessé de la remarquer. Une simple carcasse de plus dans une ville qui ne parlait pas du passé. Mais le temps a un étrange sens du timing. Par un jeudi matin pluvieux d'octobre 2022, presque 40 ans jour pour jour, les équipes de restauration arrivèrent à la chapelle. Le comté avait approuvé sa transformation en salle communautaire. Nouveau sol. Nouveau câblage. Une nouvelle histoire pour un lieu ancien. À midi, l'un des ouvriers, un jeune homme nommé De Clan, avait soulevé les planches déformées de l'autel. Le bois se détacha avec un grincement presque vivant. En dessous, un espace creux. Dégrossi. Sans marque. Aucun plan ne le mentionnait. Juste une cavité en forme de boîte, scellée par la poussière, le temps et le silence. À l'intérieur se trouvaient 2 sacs à dos. Des sacs d'enfants. La toile était décolorée, mais intacte. Les fermetures éclairs étaient rouillées. Des pièces cousues dans le tissu, l'un avec un lion de dessin animé, l'autre avec un cœur tordu. Il ne comprenait pas ce qu'il voyait. Pas encore. Mais lorsque De Clan ouvrit le sac orné d'un lion, quelque chose en sortit. Un mot. Plié et scellé à la cire rouge. Le papier s'effritait sur les bords, mais restait lisible. Les mots étaient écrits d'une écriture irrégulière et pressante. Pardonnez-nous. Nous avons essayé. C'est à ce moment-là que le contremaître a appelé la police. Cet après-midi-là, la nouvelle de la découverte se répandit à Belhaven comme une étincelle. Mary Grigg l'avait apprise de vive voix par SMS d'un voisin. 4 mots. Ils ont trouvé quelque chose. L'église. Au début, elle resta immobile. Elle fixa simplement l'écran. Puis, sans se changer, sans prendre ses clés, elle parcourut tout le chemin. Elle se tenait près de la clôture de la chapelle tandis que le soleil disparaissait derrière les arbres.
Les gyrophares de la police clignotaient en bleu sur les vitres brisées. Le ruban jaune dansait au vent. Un détective s'est approché d'elle doucement. « Vous êtes Mary Grigg ?» Elle hocha la tête une fois. « Il y a quelque chose que vous voudriez peut-être voir. » À l'intérieur du sac à preuves, ils lui montrèrent le deuxième sac à dos. C'était celui de Léa. Marie reconnut la tirette de la fermeture éclair, un vieux porte-clés en forme de scarabée, auquel il manquait une patte. Léa l'avait appelé Franklin. Elle avait pleuré tout un après-midi en pensant l'avoir perdu. Mais c'est ce qu'il contenait qui figea Marie. Un livre. Le journal intime de sa sœur. Mais ce n'était pas celui que Marie avait gardé près de son lit toutes ces années. Celui-ci était plus récent. Même écriture. Même boucle. Même « I » minuscule parsemé d'étoiles. Mais les entrées étaient datées d'après octobre 1982. 17 octobre. 21 octobre. 4 novembre. 2 décembre. Des mois. Des mois après la disparition des filles. Les mains de Marie tremblaient tandis qu'elle tournait les pages. Chacune d'elles reflétait l'effort désespéré d'un enfant pour rester attaché. Des notes sur ce qu'il mangeait. Les odeurs. Les ombres. Des mentions de l'homme silencieux. Et de ceux qui se cachaient derrière les murs. Une entrée décrit un incendie dans les bois. Un autre a parlé d'une voix qui résonnait sans air. Et puis vint la dernière page. Pas de date. Juste une ligne. Ils disent qu'on oubliera, mais pas moi. Je me souviens de l'incendie. Je me souviens de ce qu'on a vu. Marie laissa tomber le journal. Non pas à cause de ce qu'il contenait. Mais parce que l'encre était fraîche. Comme s'il avait été écrit quelques jours auparavant. Ils lui ont confié le dossier parce que personne d'autre n'en voulait. Agent spécial Talia Mendes. Nouvelle au bureau de Belle-Haven. Fraîchement transférée à Phoenix. Elle avait demandé du calme. Un ton bas. Une occasion de se ressourcer après une enquête chaotique impliquant des débordements de cartels et une opération ratée qui avait coûté la vie à 2 agents. Elle pensait qu'elle suivrait des traces écrites. Des fraudes en col blanc. Peut-être une personne disparue occasionnelle qui ne voulait pas être retrouvée. Elle ne s'attendait pas à ça. 2 sacs à dos. Une note énigmatique. Un journal d'enfant défiant toute logique et toute chronologie. Lors de son premier jour à Belle-Haven, elle se tenait devant la chapelle Crosspin. Les bras croisés, la mâchoire serrée. Écoutez le vent souffler dans les arbres. Cela ne ressemblait pas à une scène de crime. J'avais l'impression que l'endroit m'attendait. En attendant que quelqu'un regarde enfin en dessous. Son enquête a commencé par l'évidence. L'école. Abandonnée. Depuis 1999, le bâtiment était condamné, ses fenêtres brisées depuis longtemps, les couloirs envahis par la mousse, les bombes de peinture et le silence. Des enfants en avaient fait un lieu de prédilection, gravant des noms sur les casiers, gravant des symboles rituels sur les bureaux. Mais tout cela n'avait aucune importance pour Talia. Elle ne poursuivait pas des fantômes. Elle cherchait les failles dans les vieilles archives le peu qu'il en restait. C'est alors qu'elle découvrit quelque chose d'étrange. Un exercice d'incendie enregistré le 9 octobre 1982. Aucun autre exercice n'avait été effectué avant ou après celui-ci durant ce semestre. Le règlement du conseil scolaire exigeait 2 exercices d'incendie par mois, mais celui-ci était unique. Il aurait eu lieu 1 heure seulement après que Sarah et Léa aient été aperçues pour la dernière fois marchant vers les bois. Puis, l'exercice disparut complètement des archives. En 1984, il n'y était plus mentionné qu'une seule fois, dans une note non confirmée, enfouie dans les notes du directeur. Talia a essayé d'interroger tous ceux qui étaient venus à l'école ce jour-là. La plupart étaient morts, avaient déménagé ou refusaient de parler. Sauf un, le pasteur Ellis, aujourd'hui âgé de 84 ans, à moitié aveugle, et vivant dans un établissement de soins à 2 villes de là. Talia est restée assise avec lui pendant 2 heures. Il ne se souvenait pas de grand-chose, il disait que sa mémoire était comme un couloir avec trop de portes. Mais quand elle lui a montré une photo de la chapelle, ses mains ont commencé à trembler. « Je suis parti », murmura-t-il. En 83. Je suis parti parce que les murs se sont mis à chuchoter. Le sol transpirait en hiver. J'entendais des chants là où il n'y avait pas de chorale. Talia lui a posé des questions sur Sarah et Léa. Il cligna lentement des yeux.
Les jumeaux de feu, murmura-t-il. Ils ont été choisis. Marqués, mais pas par nous. Cette phrase la troubla. Elle l'écrivit. Sa piste suivante la conduisit dans un hospice à la périphérie de la ville. Là, dans la chambre 204, reposait Madame Albert, l'ancienne institutrice principale de Léa. Elle se mourait d'un cancer du pancréas, à peine réactive. Mais lorsque Thalia se pencha et prononça le nom des filles, la vieille dame ne cligna pas des yeux. Elle parla. On les avait prévenus, dit-elle d'une voix rauque. Il leur avait interdit d'entrer. Mais ils étaient curieux. Et la curiosité ouvre les portes. Thalia recula. Quelque chose dans cette affaire lui faisait perdre toute logique à chaque instant. Plus elle creusait, plus elle découvrait de contradictions. Des cartes de 1982 indiquaient clairement un sentier reliant la cour de l'école à l'arrière de la chapelle Crosspine. Un sentier scolaire très fréquenté, mentionné dans les bulletins de l'association des parents d'élèves et mentionné dans une facture d'aménagement paysager. Mais en 1985, le sentier avait disparu des cartes, des archives, des mémoires. Plus aucune mention dans les documents municipaux, rien dans les dossiers de zonage. Un espace autrefois fréquenté est désormais effacé. Pourquoi? Puis vint la cassette. Enfouie dans une boîte mal étiquetée aux archives municipales de Bellavenne. Une cassette d'une réunion municipale de 1983. Grésillante, déformée par le temps. La plupart du temps, banale, proposition budgétaire, plainte concernant la pression de l'eau. Jusqu'à la 37e minute. Une voix de femme, frénétique, essoufflée. Il faut ouvrir le plancher. Je les ai entendus. Les enfants. Ils sont sous l'église. Vous les avez enterrés vivants. La voix du maire suivit, tendue et dédaigneuse. Madame, vous avez déjà été prévenue. Ensuite, la bande a été coupée. Thalia l'a écoutée 3 fois. Elle l'a envoyé à la police scientifique. Il n'avait pas été trafiqué. Et puis, le fil final. Une voisine. Une femme âgée nommée Velma Cardel. Elle habitait à 2 portes de chez la famille Grieg depuis 1975. Elle avait toujours le même carillon sur son porche. Elle raconta quelque chose d'étrange à Thalia. Un soir, dit-elle, peut-être à l'été 90, j'ai regardé par la fenêtre vers minuit. Il y avait 2 filles sur le trottoir, main dans la main. Habillées comme si elles étaient d'une autre époque. Elles restaient plantées là. J'ai cru rêver. Mais le lendemain matin, le portail du jardin était ouvert. Et il manquait 2 roses. Des roses. Comme celles que Marie laissait encore chaque dimanche. 2 filles se tenant la main, vues 8 ans après leur disparition. L'agent Mandé n'a pas beaucoup dormi cette nuit-là. Non pas qu'elle y croyait, mais parce qu'une partie d'elle y croyait. 9 octobre 1982. Un vendredi. De ceux qui semblent venir de l'été. Chaud, sec, baigné d'une lumière dorée. Sarah Whitmore et Léa Grieg avaient pris leur décision la veille. Elles n'iraient pas à l'école. Ce n'était pas vraiment une rébellion. Juste une de ces décisions qui paraissent anodines sur le moment, mais qui pèsent plus tard sur des milliers de vies. Ils quittèrent leur maison peu après 8 heures du matin. Léa glissa son journal dans son sac à dos, à côté d'un sandwich au beurre de cacahuète, d'un Walkman dont les piles étaient mortes et d'un livre sur les navires disparus. Elle aimait les romans policiers, dit-elle. Les bois derrière l'école étaient un territoire inconnu. Sarah avait apporté son appareil photo. Ils se sont retrouvés au Saule, où les vélos seraient retrouvés plus tard, et ont traversé le champ arrière. Ils ne savaient pas qu'ils étaient surveillés. De l'autre côté de la rue, à moitié caché dans l'ombre d'un orme, un pick-up blanc tournait au ralenti. Pas de plaque d'immatriculation. Pas de mouvement. Juste le lent ronronnement d'un moteur en marche. À l'époque, personne n'a pensé à enquêter sur cette affaire. Mais des décennies plus tard, une photo prise par une caméra de circulation à un pâté de maison de là a révélé quelque chose d'effrayant. Le même camion avait été garé là à 2 autres reprises, à chaque fois en même temps que des animaux disparus, une tentative d'enlèvement et un garçon qui jurait avoir été suivi jusqu'à chez lui après l'église. Ce matin-là, cependant, les filles n'avaient pas remarqué le camion. Ou si elles l'avaient remarqué, elles s'en fichaient. Ils ont disparu dans les bois comme de la fumée à travers les doigts. Et ils ne furent plus jamais revus. Ou du moins c'est ce qu'il semblait. Parce que quelqu'un les a vus. Tom Bishop, 12 ans, habitait à proximité.
Il passait la plupart de ses matinées à grimper aux arbres et à observer les écureuils avec une paire de jumelles bon marché gagnée à une fête foraine. Il a vu les filles entrer dans la forêt. Il rit tout seul. Il a séché les cours, pensa-t-il. Mais alors quelque chose d'étrange. Un cerf sortit de la ligne des arbres. Petit. Pâle. Immobile. Sans brouter. Il se tenait juste là, à fixer les filles. Tom se souvenait de la façon dont il inclinait la tête. De la façon dont ses oreilles ne bougeaient jamais. Comme s'il n'écoutait pas. Comme s'il attendait quelque chose. Et puis, les filles l'ont suivi. Ce n'est pas comme s'ils le poursuivaient. Comme s'ils étaient menés. Il n'en avait jamais parlé à personne. À l'époque, il ne savait pas pourquoi. Peut-être que ça ne lui semblait pas important. Peut-être qu'il avait oublié. Ou peut-être qu'une partie de lui ne voulait tout simplement pas se souvenir. Mais 37 ans plus tard, lorsque les enquêteurs ont frappé à sa porte et lui ont demandé s'il avait vu quelque chose d'étrange ce jour-là, Tom n'a pas hésité. « Je les ai vus, dit-il. Et le cerf, il n'agissait pas comme il fallait. On aurait dit qu'il les attendait. » Les mots persistaient. Une semaine après cette déclaration, un archiviste de la Société historique de Belhaven fit une étrange découverte. Une vieille pellicule non développée était glissée dans une boîte étiquetée « Pique-nique de l'église de Whitmore ». La pellicule était restée intacte depuis les années 1980. La moisissure en avait détruit la moitié, mais une image avait survécu. Elle était granuleuse, floue, déformée par les ombres, mais reconnaissable entre mille. On y voyait la chapelle Crosspin. Ses portes d'entrée étaient légèrement entr'ouvertes, et sur le seuil se tenaient deux jeunes filles. Elles étaient côte à côte, se tenant la main, le visage impassible, sans expression. Leur corps était penché en avant juste assez pour donner l'impression qu'elles venaient de faire un pas ou qu'elles s'apprêtaient à le faire. Derrière eux, des bougies. Des dizaines, peut-être des centaines. Disposées en rangées parfaites le long des bancs, du sol, de l'autel. Toutes éteintes, non fondues, inutilisées, comme si quelqu'un avait méticuleusement préparé une cérémonie qui n'a jamais eu lieu. Les vêtements des filles correspondaient à ceux qu'elles portaient le jour de leur disparition. La photo indiquait le 9 octobre 1982, à 9h47. Mais c'était impossible. La chapelle était fermée à clé depuis le lever du soleil. Personne n'avait apporté d'appareil photo ce jour-là. Et d'après tous les témoins, tous les dossiers et tous les documents officiels, cette photo n'avait jamais été prise. Au bout de 3 semaines d'enquête, la chapelle avait cessé de se comporter comme un bâtiment. L'agent Talia Mandé ne le disait pas à voix haute, même pas à elle-même, mais une tension flottait dans l'air. Une sorte de résistance tacite, comme si les murs retenaient quelque chose, ou le maintenaient à l'extérieur. Elle ordonna l'utilisation d'un géoradar pour scanner la zone sous l'autel, où les sacs à dos des filles avaient été découverts. L'appareil donna des résultats incohérents. Un vide. À 4 mètres de profondeur. Rectangulaire. Aucune entrée connue. Aucune fondation aussi profonde. Il n'apparaissait sur aucun plan, permis ou registre municipal. Mais il était là. L'équipe commença à creuser, lentement au début, avec précaution. Mais au fil des jours, la terre cédait trop facilement. Le 5e jour, ils heurtèrent une pierre ou une trappe scellée dans du fer, verrouillée de l'extérieur. Altérée par le temps, mais épargnée par les racines, la pourriture et l'eau. Aucune décomposition naturelle, comme si même la terre avait respecté cette limite. Ils l'ouvrirent. L'air qui s'échappait était ancien, froid, cuivré. Il fit reculer l'équipage. L'un d'eux vomit. Un autre quitta les lieux et ne revint jamais. Ce qu'ils découvrirent n'était pas un sous-sol. C'était une crypte. Ni ornée, ni sacrée. Fonctionnelle. Les murs étaient en pierre sculptée à la main, humides et confinés. Au fond se dressait un piédestal de pierre, flanqué de chandeliers en fer. Le sol était maculé de cire, de longues traces fondues et reformées en couches épaisses. Des années d'utilisation. Peut-être des décennies. À côté du piédestal se trouvaient 2 robes, de taille enfant, soigneusement pliées. Le tissu était usé, teint d'un cramoisi profond, dont les tests se sont révélés négatifs pour tous les colorants commerciaux répertoriés. Talia s'enfonça plus profondément dans la pièce. Sur le mur du fond, des traces de griffes. 5 griffes. Profondes. Creusées dans la pierre. Aucun ongle humain n'aurait pu survivre à leur formation.
Et là, sous une dalle partiellement effondrée, elle trouva une chaîne, un collier délicat, du genre de ceux vendus dans les magasins à 10 sous dans les années 1980. Un petit médaillon en argent en forme de croissant de lune. Marie Grigg l'avait décrit dans sa première interview, le collier de Sarah. Talia tendit la main vers lui. Il était encore chaud. C'est alors qu'elle aperçut la pellicule, coincée entre deux briques. Recouverte de poussière, mais sèche. Bien conservée. 8 mm. La bobine portait l'inscription en gros caractères, l'offrande. 9 octobre. Il a été immédiatement envoyé au laboratoire du FBI. Les images étaient muettes. Granuleuses. Près de la moitié était corrompue par l'exposition. Mais ce qui restait a poussé les agents adultes à quitter la pièce. D'abord, l'intérieur de la chapelle, éclairé par la lumière des bougies. Des ombres vacillaient sur les bancs. Des silhouettes en robe aux 5, peut-être si se déplaçaient lentement en cercle. Puis, 2 jeunes filles debout au centre. Les yeux ouverts. Immobiles. Sarah. Léa. Leurs mains vaguement liées aux poignets. Des visages impassibles. Ni effrayés. Ni calmes. Juste, disparus. Puis les chants. Bien que le film soit muet, le mouvement rythmique de leur bouche était inimitable. Elles parlaient, répétaient. Un cercle avait été dessiné autour des filles de la craie ou de la cendre. Des symboles qu'aucun linguiste ne pouvait identifier. Puis Sarah se retourna. Elle regarda droit dans la caméra et murmura quelque chose. Une phrase. Lentement. Délibérément. Il a fallu des semaines pour l'interpréter. Des linguistes de 3 universités ont essayé de l'associer au latin, à l'araméen et au grec. Rien ne collait. Jusqu'à ce qu'un professeur, spécialiste des langues mésopotamiennes disparues, reconnaisse la cadence. Pas du latin, mais du babylonien. Le chant, une fois traduit, signifiait, pour ouvrir la bouche du silence, le sacrifice doit se souvenir. Et la phrase que Sarah a prononcée était « Je n'ai pas oublié ». 2 semaines après le tournage des images, Marie Grigg a reçu un colis. Ni affranchi ni adresse de retour. Juste une simple enveloppe marron déposée sur son porche dans la nuit. À l'intérieur, un Polaroid. Daté de la semaine dernière. On y voyait 2 adolescentes debout devant la maison de Marie. Léa. Sarah. Les mêmes vêtements qu'elles portaient le jour de leur disparition. Les mêmes expressions. Comme si le temps s'était plié, ou refusait de s'en aller. Marie a regardé la photo pendant un long moment. Puis, 3 coups à la porte. Elle l'a ouvert. Il n'y avait personne. Juste le vent. Et à ses pieds.